Salut les passesses. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de maths, on va voir les tests statistiques. Alors avant de commencer les tests statistiques, je vais vous parler des trois lois qu'il faut apprendre, qu'il faut bien connaître pour pouvoir comprendre ces tests statistiques. Alors au niveau des trois lois, on a la loi binomiale, on a la loi de Poisson et la loi normale. Alors pour commencer, la loi binomiale, vous avez la formule qui est juste là, donc il faut bien la reconnaître la formule. La loi binomiale est la loi qui concerne des valeurs discrètes. Il y a deux événements possibles, l'événement succès et l'événement échec. Dans la loi binomiale, on cherche la probabilité qu'un événement succès arrive qu'à fois sur n et c. Maintenant on va voir la loi de Poisson, donc pareil je vous mets la formule juste en bas, qui est juste ici, donc elle est un peu différente mais bon c'est pareil, il faut la retenir celle-là. La loi de Poisson concerne des valeurs continues. C'est la limite de la loi binomiale lorsque n est supérieur à 50 et que p est inférieur à 1/30. Le paramètre de cette loi est lambda, qui correspond à la moyenne et également à la variance. Et enfin, on a la loi normale, donc pareil, je vous mets la formule là, mais celle-là, faut juste la reconnaître, mais faut pas la prendre parce qu'elle est vraiment compliquée. Mais celle-là, c'est vraiment celle qui tombe quasiment tout le temps, donc faut bien comprendre comment elle fonctionne. La loi normale concerne également les valeurs continues. C'est la limite de la loi binomiale quand P est égal Q, et également la limite de la loi de Poisson quand lambda est supérieur à 30. Et enfin, il reste trois lois qu'il faut connaître pour pouvoir faire les statistiques. On a la loi du qui2 qui permet de comparer des distributions, on a la loi de Student qui permet de comparer des moyennes, et on a la loi de Snellecor qui permet de comparer les variances. Maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet, les tests statistiques. Il y a 6 étapes lors d'un test statistique. Premièrement, le choix du test. Deuxièmement, la formulation des hypothèses. Ensuite, il y a la vérification des conditions d'application, puis le calcul de la valeur expérimentale en fonction de la valeur observée. Ensuite, il y a le choix du risque de première espèce, et enfin, on conclut. Donc on a deux types de tests. On a les tests paramétriques et les tests non paramétriques. Pour commencer, donc les tests paramétriques, on a la comparaison de moyenne à une moyenne théorique. Pour ça, on a deux types de tests. On a le test Z, donc le test de l'écart réduit, et le test de Student. Lorsque la variance de la population est connue, on utilise le test Z. Donc, on calcule le Z observé, qui correspond à la moyenne de l'échantillon, moins la moyenne de la population, sur racine carrée de la variance divisée par n. Si ce Z calculé est supérieur à la valeur lue dans la table, alors on rejette H0. Lorsque la variance de la population n'est pas connue, on utilise le test de Student. Donc pour ça on calcule T observé qui correspond à la moyenne de l'échantillon, moins la moyenne de la population, divisé par la racine carrée de la variance estimée sur n. La variance estimée se calcule en n divisé par n-1 fois la variance de l'échantillon. Si ce T observé est supérieur à la valeur lue dans la table, alors on rejette H0. Attention, quand on le lit dans la table, on regarde à n-1 degré de liberté. Je vous rappelle qu'il faut que la loi soit normale, soit que n soit supérieur à 30 pour qu'on puisse utiliser ces tests. Là je vous mets les deux formules en dessous pour que vous puissiez les comparer et voir qu'elles sont pas si différentes l'une de l'autre. Ensuite, on va comparer deux moyennes observées sur échantillons indépendants. Donc pareil, on utilise soit le test Z, soit le test de Student. Pareil que pour avant, si la variance de la population dont est issue les deux échantillons est connue, on utilise le test Z. Z est alors égal à la moyenne de l'échantillon 1, moins la moyenne de l'échantillon 2, divisé par la racine carrée de la variance fois 1 sur n1 plus 1 sur n2. Les deux échantillons dont est issue la population doivent suivre une loi normale centrée réduite. Et donc si la variance de la population dont est issue les deux échantillons n'est pas connue, on utilise le test de Student. Donc pour ça, on fait la moyenne du premier échantillon, moins la moyenne du deuxième échantillon, divisé par la racine carrée de la variance commune fois 1 sur n1 plus 1 sur n2. La variance commune est calculée en faisant n1 moins 1 fois la variance du premier échantillon, plus n2 moins 1 fois la variance du deuxième échantillon, divisé par n1 plus n2 moins 2. Attention, il ne faut pas oublier que le degré de liberté est égal à n1 plus n2 moins 2. Je vous rappelle que si n1 et n2 sont supérieurs à 30, on peut faire une simplification de ce qu'il y a sous la racine. Donc je vous la mets juste là. Ensuite, on va faire la comparaison de deux moyennes observées sur échantillons appareillés. Pour ça, nous calculerons D, qui correspond à la valeur avant moins la valeur après, et ensuite nous calculerons T, qui correspond à la moyenne des D moins 0, divisé par la racine carrée de la variance sur n. Attention de ne pas oublier qu'il y a toujours n-1 degré de liberté. Je vous rappelle que pour le test de Student, il faut vérifier l'homocédasticité. Pour ça, il faut comparer les variances et donc utiliser le test de Fisher. Le test de Fisher compare les deux variances estimées des deux échantillons, et donc f est égal à la variance estimée de l'échantillon 1 sur la variance estimée de l'échantillon 2. Or, dans notre table statistique, le test est unimodal, donc S1 doit être supérieur à S2, et donc on prend la table pour risque alpha sur 2.
avec n1-1 et n2-1 degrés de liberté. Enfin, si la valeur calculée est supérieure à la valeur lue dans la table, on rejette H0. Ensuite, nous allons voir les tests non paramétriques. Si on doit comparer deux échantillons indépendants, nous utiliserons le test de Matt-Whitney-Wilcoxon. Pour ce test, il faut ranger par ordre croissant les valeurs dans une même liste. Ensuite, il faut attribuer un rang à chaque valeur. S'il y a une égalité, il faut faire la moyenne des rangs. Puis on calcule UA et UB. UA est égal à la somme des rangs de A, moins NA fois NA plus 1 sur 2. Et donc RB est égal à la somme des rangs de B, moins NB fois NB plus 1 sur 2. Ensuite, on compare la plus petite valeur de U au seuil. Et si U est inférieur au seuil, on rejette H0. Si nous étudions deux échantillons appareillés, nous utiliserons le test des racinés de Wilcoxon. Pour ce test, il faut calculer la différence de chaque paire. Ensuite, il faut classer ces différences par ordre croissant de valeurs absolues. Ensuite, il faut calculer la somme des valeurs positives et la somme des valeurs négatives. Ensuite, on prend le minimum de ces deux valeurs calculées et on le compare au seuil. Si cette valeur est inférieure au seuil, on rejette H0. Par exemple, dans ce tableau, nous avons des étudiants qui ont fait des QCM avant et après avoir pris du tacos. On calcule la différence entre la valeur avant et la valeur après, et on range ces différences par ordre croissant de valeurs absolues. Par exemple, si on fait la somme des rangs négatives, on trouve 26. Et si on fait la somme des rangs positifs, on trouve 19. Donc, le plus petit des deux, c'est 19. On compare 19 à la valeur lue dans la table, qui correspond à 5, et donc on peut en déduire qu'on rejette l'hypothèse nulle. Dans les tests non paramétriques, nous avons aussi les tests de Ki2. Il y a le Ki2 de conformité, le Ki2 de corrélation et le Ki2 d'homogénéité. Quand on fera un test du Ki2, on utilisera la formule qui est juste là. Pour appliquer le Ki2 de conformité, on doit savoir adapter une distribution expérimentale à une loi. De plus, il faut que la probabilité théorique soit supérieure à 5 et que n soit supérieur à 50. Pour calculer le degré de liberté, il faut faire le nombre de sujets dans la classe moins 1 moins R, qui correspond au nombre de paramètres qu'il y a dans la loi. Par exemple, pour la loi binomiale, on fait n-2, parce qu'il y a un paramètre qui est la moyenne. Pour la loi de Poisson, on fait également n-2, parce qu'il y a également un seul paramètre qui est, cette fois-ci, lambda. Mais pour la loi normale, on fait n-3, parce qu'il y a deux paramètres, il y a la moyenne et il y a l'écart-type. Et si la valeur calculée est supérieure à la valeur lue dans la table, on rejette H0. Donc maintenant, nous allons voir le Ki2 d'indépendance, mais c'est exactement la même formule que juste avant. Pour le Ki2 d'indépendance, on met les valeurs sous forme d'un tableau, un peu comme un tableau de contingence. Ensuite, on calcule les valeurs théoriques. Et pour qu'on puisse appliquer le Ki2 d'indépendance, il faut que n soit supérieur à 30 et que la valeur théorique soit supérieure à 5. On peut appliquer la correction de Yates si et seulement si il y a une valeur théorique qui est inférieure à 5, n qui soit entre 30 et 50 et que le tableau est en 2 x 2. Dans ce cas-là, le Ki2 sera égal à la somme de la valeur observée moins la valeur théorique, le tout dans la valeur absolue, moins 0,5, le tout au carré divisé par la valeur théorique. Et pour finir, nous avons le Ki2 d'homogénéité. Donc le but, c'est de savoir si les deux échantillons appartiennent à la même population. Et pour ça, on fera exactement le même test que pour le Ki2 d'indépendance. Et enfin, le dernier test paramétrique, c'est la comparaison de pourcentage. Pour ça, on utilise deux tests, soit le test Z, soit le test du Ki2. Pour les pourcentages observés à un pourcentage théorique, on pourra utiliser le test de Ki2 de conformité. Donc dans ce cas-là, on aura un tableau avec les effectifs observés et les effectifs théoriques qu'on aura calculés. On remarque qu'on aura un degré de liberté. Puis on peut utiliser aussi le test Z, qui est égal à la probabilité de l'échantillon moins la probabilité théorique divisé par la racine carrée de la probabilité théorique fois 1 moins la probabilité théorique divisé par n. Pour le pourcentage observé sur échantillon indépendant, on pourra utiliser le test du Ki2 d'indépendance, comme on a vu tout à l'heure, ou alors le test Z, qui correspond à la probabilité du premier échantillon, moins la probabilité du deuxième échantillon, divisé par la racine carrée de l'estimation de la proportion commune, fois 1 moins l'estimation de la proportion commune, fois 1 sur N1 plus 1 sur N2. Cette estimation de la proportion commune est égale à N1 fois la probabilité du premier échantillon, plus N2 fois la probabilité du deuxième échantillon, divisé par N1 plus N2. Pour le pourcentage observé sur échantillon appareillé, on cherche à savoir s'il y a une liaison entre les variables. Pour ça, comme vous voyez sur le tableau, on s'intéresse aux paires discordantes. On peut utiliser le Ki2 de McNemar, donc on le voit sur ce tableau. Pour ça, il faut faire B-C le tout au carré divisé par B plus C. Attention, les effectifs théoriques doivent être supérieurs à 5. On peut également utiliser la correction de Yates, qui correspond à B-C moins 1 le tout au carré divisé par B plus C.
On peut utiliser aussi le test Z, avec Z qui est égal à B moins C divisé par racine carrée de B plus C. Et voilà, nous avons vu tous les tests statistiques qu'il y avait en biostatistique. Vous pouvez voir que c'est souvent la même formule, qu'il y a juste quelques différences, donc je vous conseille vraiment d'apprendre une formule globale et de juste comprendre quelles sont les différences parmi les différents tests. Puis surtout, ce qu'il faut faire, faites beaucoup d'analyses histoire de comprendre, d'avoir les mécaniques, etc. Puis moi, je vous souhaite bonne chance. Allez, ciao!